bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais faire le bilan de ma Winterpale 2018-2019. Du coup, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, à chaque saison, je choisis 4 livres. Un livre qui est là depuis une éternité dans ma palle, un classique, une suite de sagas et un livre en rapport avec la saison. Et je les lis. Alors clairement, je lis pas 4 livres par saison, enfin je lis pas que 4 livres sur une saison. Mais c'est un peu un espèce de challenge de mois à mois de lire ces 4 livres-là. Surtout pour le classique et surtout pour le livre qui est là depuis très longtemps. Parce que sinon, des fois, ils y restent trop longtemps et tout ça, ça m'oblige à sortir au moins une fois par saison, ce qui va beaucoup en fait. Un livre qui est là depuis parfois plusieurs années. Donc voilà, et aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 livres que j'avais choisis pour l'hiver, donc que j'ai lus et vous dire ce que j'en ai pensé. Et vous allez voir qu'encore une fois, c'est majoritairement des livres que j'ai pas aimés. Ah oui, et je vous l'ai pas dit, mais je vous les présente de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, en sachant qu'il y en a littéralement les 3/4 que j'ai pas aimé. C'est parti. Donc le premier, c'est Parcours sans faute de Sarah Gruen. C'est une suite de sagas, c'est un diptyque si je dis pas de conneries. Le tome 1, c'était... je me rappelle même plus comment s'appelle le tome 1. J'ai lu le tome 1 en entier, j'avais bien aimé, mais c'était pas ouf. On est avec une mère et sa fille. Donc dans le tome 1, on est avec une mère qui est une ancienne championne de concours épique, je crois que c'est ça, et qui, son mari lui annonce qu'il la quitte et qu'il divorce, donc elle prend sa fille et elle retourne au haras de ses parents. En plus son père est malade et tout, enfin bref, elle a une vie pas très cool, et on va suivre donc leur vie avec cette adolescente dans ce haras. J'avais plutôt aimé le tome 1, mais c'était pas vraiment ouf, et donc je m'étais dit bon, on verra bien ce que donne le tome 2, et je crois que je l'avais dit dans la palle. Clairement, si ça me plaisait pas, je l'abandonnerais, et bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu 65 pages, un truc comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai lu, donc ça va être un peu compliqué de rassembler mes souvenirs, mais il y a plusieurs trucs qui m'ont dérangé dans ce livre. Premièrement, moi ce qui m'intéressait vraiment, et parce que j'y connais rien là-dedans, c'est les concours épiques, les chevaux, comment tu t'en occupes, comment tu les prépares, comment tu t'entraînes. Et ça, on n'a pas. C'est en arrière-fond, mais on n'a pas. On te dit en gros qu'elle va au cours, qu'elle va faire du cheval, qu'elle brosse son cheval. Mais c'est tout, on n'est pas avec elle quand elle s'entraîne, on n'est pas avec elle quand elle fait les sauts d'obstacles, les trucs et tout. Bah du coup, bon, moi c'est un truc qui m'aurait intéressé et que j'ai pas eu, donc ça m'a manqué. Et ensuite, je trouve les dialogues entre mère et fille absolument pas crédibles. La mère n'a aucune, mais alors aucune autorité. L'ado fait ce qu'elle veut, quand elle veut, elle rentre, elle claque la porte, elle envoie chier sa mère. Sa mère lui dit strictement rien, c'est limite si sa mère s'excuse pas de l'avoir engueulée. Enfin, je suis là, mais what the fuck en fait, enfin, c'est une ado, si tu la laisses à 16-17 ans faire ce qu'elle veut, ça va donner un adulte nul à chier, enfin, vraiment, enfin, je comprends pas ça, etc. Puis les dialogues sont pas du tout réalistes, enfin, je veux dire, moi, si je parle comme ça à ma mère, je suis morte en fait, enfin, je n'existe plus, quoi, enfin, si à 16-17 ans, j'avais répondu comme ça à ma mère, je n'existerais plus aujourd'hui, enfin, clairement, je me serais fait détruire, quoi, enfin, c'est ce qui est normal, je me serais fait engueuler, punir, et un truc et tout, mais là, il se passe rien du tout. Donc, passer mon temps à lire des dialogues que je trouve pas crédibles et qui m'intéressent pas spécialement, et à côté de ça, avoir pas grand chose d'intéressant, bah au bout d'un moment, ça m'a gavé. J'ai quand même lu le tome 1 en entier, et là, en fait, c'était le même truc. Oh, le tome 1, c'est la leçon d'équitation. C'était écrit derrière, en fait. Mais c'est pas grave, bref. Donc voilà, j'aime beaucoup Sarah Gruen, c'est l'autrice qui a écrit De l'eau pour les éléphants, qui a été adapté en film, qui est un livre absolument génial et une histoire absolument magnifique, mais là, clairement, non, ça ne l'a pas fait. Le suivant, c'est Un papillon sous la neige de Daphné Calotet. Donc c'était celui qui était en rapport avec la saison, hein, la neige, l'hiver, tout ça. Et j'ai pas du tout accroché. J'ai lu 37 pages et j'ai arrêté parce qu'au bout de 37 pages, j'étais dans un état d'énervement et d'agacement rare pour moi en littérature, même si je m'énerve assez facilement. Mais là, on était à un stade où vraiment je pouvais plus lire, vraiment c'était insupportable. Il y a une chose qui fait que je considère qu'un livre est mal écrit. Ça n'engage que moi, évidemment, c'est mon avis et tout ça, hein, chacun pense ce qu'il veut. Mais c'est s'il faut avoir lu le résumé pour comprendre le début du livre, pour moi ça veut dire que c'est mal écrit, qu'il manque un truc, que c'est mal fait. Ça m'énerve, ça m'insupporte vraiment. Et là c'est le cas en fait, c'est-à-dire que j'ai lu ces 36 pages, alors j'ai compris ces 36 pages, je comprends ce qui se passe et tout. Et encore il y a des trucs que je comprends pas tout à fait, mais c'est un autre débat. Mais j'arrive pas à distinguer les personnages importants ou pas, les faits importants ou pas, je sais pas où on est, je comprends pas pourquoi on change d'époque. En fait, on nous catapulte une cinquantaine d'informations en 37 pages et t'es perdu au bout d'un moment. T'es là, oh, doucement, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, raconte-moi un truc, explique-moi, pose-moi les faits, le cadre, l'époque, la ville où on est, en quelle année, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il n'y a rien de tout ça et t'es largué. Alors, effectivement, après avoir abandonné ce livre, j'ai été lire le résumé et effectivement, si t'as lu le résumé avant, tu comprends. Mais il faut avoir lu le résumé avant, sinon t'es un peu largué.
Et moi ça m'énerve parce que moi je ne lis pas les résumés des livres et je considère qu'il n'est pas nécessaire de lire le résumé d'un livre pour comprendre l'histoire. Ce que j'ai dit, pour moi c'est mal écrit. Voilà, c'est clairement, il y a un problème au début du livre, c'est pas possible autrement. Donc ici on va rencontrer, je vais vous raconter les faits dans l'ordre dans lequel ils se passent. Vraiment, il n'y a aucune coupure, aucun ajout de ma part, c'est vraiment ce qui se passe dans le livre en 36 pages, enfin en 37 pages. Donc on y rencontre une vieille dame, je pense 80-90 ans même, qui est toute seule, on ne sait pas où elle habite, on ne sait pas en quelle année on est. Donc elle est dans un petit appartement, a priori il fait plutôt froid mais ça va. Il y a une journaliste qui vient la voir pour lui poser des questions, donc elle y répond, puis la journaliste s'en va. Puis on bascule un petit peu plus tôt dans sa vie, dans son enfance, avec sa sœur ou son amie. Je n'ai même pas réussi à savoir qui était cette autre fille, mais c'est pas grave. Elles vont à un cours de danse classique a priori. On nous raconte un petit peu la vie du pianiste au passage, alors qu'on s'en bat les couilles a priori, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, elles font leur cours de danse. A priori, c'est un espèce de concours pour rentrer dans une école de danse. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, elles reviennent de ce cours de danse. On a le détail vraiment du parcours qu'elles font à pied, avec une sorte de porte roulante et tout et tout. Donc pareil, on ne sait pas trop en quelle année on est, mais on comprend que vu l'émerveillement qu'elles ont devant la porte qui tourne, on est dans une année enfin, il y a assez longtemps, parce que c'est nouveau les portes tournantes pour eux, hein, a priori. Et c'est les portes tournantes, que c'est un portier qui l'a fait tourner en fait. Donc c'est vraiment très très vieux. Donc voilà, on nous parle aussi d'une dame qui est a priori pas super bien habillée pour l'époque et pour le pays, mais encore une fois on sait pas trop où on est. Alors on suppose qu'on est en Russie, mais on sait pas trop où on est. Puis elle rentre chez elle, il y a des voisins qui s'en vont. Des gens, enfin un couple a priori sans histoire qui se fait mettre à la porte de leur immeuble. On sait pas c'est qui, on sait pas pourquoi. Mais on nous raconte leur life. Et puis, je crois qu'on a une micro-scène avec la grand-mère, la mère, la tante, ou alors la mère de la copine, enfin je sais plus trop. Et puis hop, on rebascule dans le présent avec la vieille dame. On a son aide de maison qui vient l'aider pour lui faire à manger, lui faire sa toilette, enfin l'aider, un truc comme ça. Au passage, on nous raconte la life de la meuf qui vient l'aider, alors qu'a priori, on s'en bat les couilles. Ouais, ce livre m'a vraiment énervé, donc je suis désolée pour les gros mots, mais ça m'a vraiment, vraiment agacée. Donc voilà, on a la vie de cette fille-là avec son copain, je sais plus, enfin bref, un truc pas très intéressant. Puis on a la vieille dame qui lui demande, qui veut lire une lettre, je crois, un truc comme ça, qui veut relire une lettre qu'elle a reçue, mais qui la relit pas parce que l'aide ménagère, c'est comme ça que ça s'appelle, Audrey, arrive. Puis ensuite elle relit la lettre et ça va parler de son fils et trucs et tout. Voilà ce qui se passe en 37 pages. Alors je sais pas vous, mais cette espèce d'aller-retour incessant et ces détails sur des vies de personnages qu'a priori on s'en bat les couilles, moi ça m'énerve parce qu'en fait au bout de 37 pages, je ne sais toujours pas de quoi on va parler, ce qu'on va me raconter. Alors j'ai bien compris qu'il allait avoir un délire avec la danse, mais c'est tout. Et en fait, quand on lit le résumé, parce que je vais du coup vous parler du résumé, l'histoire c'est que un jeune homme d'une quarantaine, cinquantaine d'années je crois. Ah oui, parce qu'on a aussi un passage où on nous parle d'un professeur. Ce fameux jeune homme de 40 ans, 50 ans, qui est dans son bureau, à l'université, qui donne des cours, qui fume une clope ou un cigare, je sais plus, et on nous raconte sa life. Et on sait pas c'est qui non plus. Et en fait, ce jeune homme, c'est a priori le fils de la vieille dame qu'on a rencontrée au début, et il va chercher à la rencontrer, à essayer de comprendre pourquoi elle l'a abandonnée, sa vie, tout ça, tout ça. Alors en soi, cette histoire a l'air intéressante, le problème c'est que la manière dont c'est écrit, moi ça m'énerve. Et une fois que je suis énervée, je n'ai plus envie de lire. C'est comme ça, voilà. Donc j'ai arrêté ce livre. Voilà. Je ne supporte pas ce genre de livre où il faut avoir lu les résumés avant de commencer la lecture. Ça m'énerve. Pour moi, le premier chapitre devrait se suffire à lui-même pour pas que je me sente perdue et submergée d'informations, comme ça a été le cas ici. Du coup, j'ai arrêté. Voilà. Le suivant, c'est celui qui était là depuis très 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 longtemps. C'est un tome 1, donc c'est Gone, le tome 1, du coup, de Michael Grant. Pour lui, j'ai été quasiment jusqu'à la moitié et puis j'ai arrêté parce que ça m'a saoulée. Donc j'ai lu 299 pages. La meuf n'a même pas été capable de faire un chiffre rond. Mais c'est pas grave, enfin un nombre rond, enfin bref. Donc on y rencontre... alors en fait l'histoire c'est un petit peu comme dans Dome de Stephen King, que je n'ai pas lu, que j'ai même pas regardé la série d'ailleurs, mais je connais vaguement l'histoire. Donc le livre commence, on est dans une école avec des enfants entre 12 et 15 ans, je crois, un truc comme ça. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, tous les adultes de plus de 14 ans, je crois que c'est 14 ans, disparaissent. Pouf, plus personne. Il reste que les enfants de moins de 14 ans. Du coup, à 14 ans, ça disparaît aussi. Et donc les enfants vont essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces délires, qu'est-ce qui se passe, et ils vont découvrir petit à petit qu'il y a un dôme autour d'eux qui a débarqué, on ne sait pas d'où il sort, et que les adultes ont donc disparu. Et donc ils vont devoir se démerder.
Le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que enfin, je le comprends en même temps, mais du coup, ça m'a quand même saoulée. C'est-à-dire qu'on est avec des enfants de moins de 14 ans, donc ils sont jeunes, ils savent pas comment faire, ils sont pas habitués à se débrouiller tout seuls, à s'organiser et à faire face à cette espèce de catastrophe qui vient de leur arriver. Je le comprends. Le truc, c'est que ça donne un livre extrêmement lent, une histoire extrêmement lente, parce qu'ils ne bougent pas, ils ne font rien. Ils mettent du temps à comprendre, à capter, à se mettre en place, à se dire, bah tiens, faut qu'on se nourrisse tout seul, faut, voilà. Mais ça prend du temps, ça prend vraiment, vraiment énormément de temps, et c'est très, très, très lent. Alors, je le comprends. Le truc que je comprends pas, c'est pourquoi l'auteur a choisi des enfants de moins de 14 ans, ou 15 ans, je sais plus. Parce que du coup, c'est très, très lent, parce qu'ils ont cet âge-là, mais prend des, enfin je sais pas, fait moins de 18 ans, et là ça aurait été beaucoup plus dynamique, beaucoup plus bougeant, hein, c'est un signe de dynamique, Audrey, c'est bien. Mais là du coup c'est très 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 lent, et ce qui m'a vraiment vraiment saoulé, c'est qu'ils ont les idées, mais qu'ils les mettent pas en place. Genre au début du livre, il y en a un qui se dit, non mais attends, si les adultes ont disparu, ça veut dire que potentiellement dans les maisons de la ville, il y a des bébés et des enfants qui vont se retrouver tout seuls. Point. Sa réflexion s'arrête là. Il se dit pas, bah du coup on va faire le tour des maisons pour rassembler ces bébés. Non, il laisse ces bébés tout seuls dans leur maison, probablement mourir, hein, parce que évidemment ce sont des bébés. Voilà. C'est ça qui me dérange, c'est qu'ils ont les idées, mais qu'ils vont pas au bout de leurs idées. Enfin, je veux dire, si tu penses qu'il y a un enfant tout seul dans sa maison qui va potentiellement mourir dans sa maison tout seul parce qu'il n'y a plus d'adultes, va le chercher. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas compliqué d'aller juste un tout petit peu plus loin dans ta réflexion. Bah non. Et donc voilà, globalement, l'histoire est intéressante, mais est très 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 lente. Peut-être que pour des enfants de l'âge qu'ont ces enfants dans ce livre, ça peut être intéressant et ça peut être cool. Mais pour moi qui ai lu pas mal de dystopies, pas mal de young adultes, bah, je trouve l'histoire lente et pas franchement intéressante. J'ai écouté une musique qui est... Ah oui, je l'avais choisi extra parce que le titre rappelle tout ça. Donc c'est Gone 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 de Philippe Philippe. Du coup voilà, je l'avais choisi parce que Gone Gone, tout ça, voilà. Je pense que c'est une bonne histoire, mais c'est trop long et trop lent pour moi. Et surtout, l'autre problème, c'est que le livre fait 665 pages. La même histoire en genre 300 pages, ça aurait été nickel quoi. Mais là, il y a des longueurs et trucs et tout. Et je me suis ennuyée. Donc j'ai arrêté. Et enfin, le classique, celui qui me faisait le plus peur et qui est finalement celui que j'ai préféré parmi tous ces livres, c'est Ruy Blas de Victor Hugo. Je l'ai lu sur le week-end d'Amil au mois de février parce que j'aime beaucoup lire des pièces de théâtre sur le week-end d'Amil. Et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce livre-là. De mémoire, de Victor Hugo, j'avais essayé de lire Le dernier jour d'un condamné, mais j'avais pas du tout accroché à l'écriture. J'avais trouvé ça trop narratif et trop bizarre en fait. L'écriture, j'adhérais pas du tout. Donc je crois que je l'ai gardé. Il est là-bas, je crois. Peut-être qu'un jour je le relirai. Enfin, je réessayerai de le lire. C'est aussi pour ça que j'avais peur. En fait, j'avais peur de l'écriture. Mais je me suis dit, dans une pièce de théâtre, on n'a pas de description, on n'a pas de détails, on n'a pas de passage un peu plus lourd à lire. Donc ça peut être cool. Et ça a été le cas. Et donc c'est l'histoire d'un espèce de petit provoqué par un homme. En fait, on a un homme qui est un serviteur d'un duc ou d'un baron, enfin d'un gars qui a un titre, je sais plus c'est quoi le titre qu'il a, et qui est, ce serviteur est amoureux de la reine. Et le duc, baron, je sais pas quoi là, il va se rendre compte de ça et il va en jouer pour créer un espèce de quiproquo. En plus, on a deux personnages qui se ressemblent beaucoup. Et donc voilà, on va suivre ce personnage-là qui aime cette reine mais qui refuse de lui dire parce qu'il ne se trouve pas digne d'elle. Hein. Elle est reine, je crois qu'elle est reine d'Espagne, un truc comme ça. On a aussi, ça j'ai bien aimé, on a le détail de la vie d'une reine, d'Espagne en tout cas. C'est-à-dire qu'elle est reine, mais elle ne peut rien faire. Elle a besoin de l'autorisation de son mari pour tout faire, même pour sortir, pour regarder par la fenêtre, elle ne peut rien faire de sa journée. Donc quand le roi est en déplacement, la meuf se fait chier. Voilà, ça je trouve ça intéressant, même si c'est pas hyper fascinant, hein, voilà. Et donc voilà, ça va être cette histoire-là de cette reine qui s'ennuie et qui est de cet homme qui est amoureux de cette reine et qui refuse, vraiment il refuse de lui dire parce qu'il il refuse de la mettre en situation où ça va être à elle de prendre une décision. Vous voyez ce que je veux dire? Il l'aime tellement qu'il veut pas la mettre dans cette position-là par rapport au roi, et puis il respecte son roi aussi, enfin je veux dire ça reste quand même la reine, la femme du roi, tout ça, tout ça. Voilà, j'ai lu ça extrêmement rapidement sur le week-end d'Amil, comme je l'ai dit. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Je pense que le théâtre de manière générale est un bon moyen de lire des classiques parce que, encore une fois, on n'a pas les parties descriptives, on n'a pas les parties narratives, on n'a pas les parties un peu plus lourdes, un peu plus longues à lire. Je dis pas que c'est pas intéressant dans les classiques, je dis pas que ça sert à rien, je dis juste que quand on démarre les classiques et quand on a parfois peur d'un auteur, ce qui était mon cas avec Victor Hugo, lire une pièce de théâtre, c'est un bon moyen de lire des classiques parce que ça reste un classique. Hein. Victor Hugo est un auteur classique, donc tout ce qu'il a écrit est considéré comme classique. Enfin, si je dis pas de conneries. Et du coup, ça me permet en tout cas de lire des classiques
Déjà rapidement, parce qu'une pièce de théâtre ça se lit rapidement, c'est assez court en général, ça fait dans les 200 pages maximum. Et donc on n'a pas le gros pavé qui fait bien peur de 500-600 pages à lire. Donc voilà, si comme moi vous avez envie de vous remettre au classique, vous avez envie de lire des classiques, mais vous savez pas par quoi commencer, et bien le théâtre c'est un bon moyen pour ça. Bref, ma vidéo est terminée, elle est extrêmement longue, je suis désolée, d'habitude elles sont censées être courtes ces vidéos, mais là j'ai blablaté. Hein, voilà, je sais pas pourquoi, on verra bien. Si j'arrive au montage à la raccourcir un tout petit peu, ça serait déjà bien. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.